Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les amis des musées de Chambéry, permettez-moi de vous remercier ici pour votre aimable invitation à participer au cycle de conférences intitulé Rêves de collectionneurs. Les rêves dont je vais vous parler maintenant ont été réalisés par une famille, la famille Barbier-Muller. Tous ses membres, animés par une même passion de l'art, collectionnent des œuvres depuis plus de 100 ans. Ils en font bénéficier des visiteurs avertis dans les musées de Soleure et de Genève en Suisse et aux États-Unis à Dallas. C'est à Joseph Muller que l'on doit la genèse de ces collections. Né en 1887 à Soleure en Suisse alémanique, Joseph Muller a grandi dans un milieu bourgeois. Son père était un ingénieur, fondateur d'une usine de pièces d'horlogerie. Joseph Muller, cinquième enfant d'une fratrie de 6, perd sa mère à peine âgée d'1 année, puis son père alors qu'il a seulement 6 ans. On voit ici sa maison natale, la Schanzmühle à Soleure, dans laquelle il reviendra finir ses jours. Orphelin, il est alors élevé par un vieil oncle et par une gouvernante allemande, Frau Professor, qui assure son instruction. Suite au décès de ses 2 frères aînés, il était tout désigné pour reprendre l'affaire paternelle à sa majorité, mais il est peu porté sur les disciplines scientifiques. Sa rencontre au gymnase à l'âge de 13 ou 14 ans avec le fils d'un certain Oskar Miller a certainement contribué à son engouement pour la peinture, qui a décidé du cours de sa vie. Oskar Miller était un grand collectionneur d'art contemporain, aussi bien suisse qu'étranger. Très vite, Joseph Muller cherche à rencontrer des peintres, comme en témoigne cette photographie de la famille de Giovanni Giacometti, chez qui il se rend en 1907 à Stampa dans les Grisons. La photographie qui illustre cette visite et que j'ai choisi de vous montrer pour la belle atmosphère qu'elle dégage, a été prise par Gertrude, sœur cadette de Joseph Muller dont il était très proche. Cette même année, Joseph Muller, qui a 20 ans, achète son premier tableau, La fillette à la capucine de Kuno Amiette. Il l'accroche dans sa chambre d'étudiant à Zurich, où il suit, bien malgré lui, des études d'ingénieur au Polytechnicum. Le peintre Kuno Amiette était proche de la famille Muller, puisqu'il donnait des cours de peinture aux sœurs de Joseph Muller depuis l'année 1904. Ce premier achat est suivi de nombreux autres, dont certains effectués dans l'atelier même des peintres. En 1909, il visite la rétrospective de Ferdinand Hodler, organisée à Zurich, où il est subjugué par une toile, L'amour. Il écrit à Hodler, le rencontre et acquiert la toile. Une profonde amitié va alors lier les 2 hommes à partir de ce moment. Le coup de foudre pour ce tableau témoigne déjà de l'extraordinaire liberté d'esprit dont est doté Joseph Muller. On pourra constater à de nombreuses reprises que ces achats sur des coups de cœur en feront un pionnier dans l'appréciation de certains peintres. Tout en ayant décidé en son fort intérieur qu'il ne reprendrait pas l'usine familiale, il obtempère au désir de sa famille et se rend aux États-Unis pour faire un stage aux usines Singer. C'est durant cette année américaine qu'il découvre le peintre russe Vassili Kandinsky, autre témoignage de sa curiosité et de son audace dans l'appréciation de la peinture. En 1914, la guerre l'oblige à rentrer en Suisse à Soleure. Relevons que la Première Guerre mondiale marque le démarrage du rôle de la Suisse dans le marché de l'art. De nombreux marchands viennent proposer des toiles aux collectionneurs installés en Suisse, les frontières étant bien plus perméables qu'elles ne le furent lors de la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, Félix Fénéon, à qui Joseph Muller achète le tableau La blouse bulgare d'Auguste Renoir que vous avez sous les yeux. Il acquiert également des objets d'art antique, comme en témoigne la photographie prise dans la maison familiale de Soleure. On y voit un alignement de sculptures romaines qu'il avait baptisé « Ma galerie des ancêtres ». En 1916, il se fait portraiturer par Ferdinand Hodler et c'est sans doute aussi à cette époque que Joseph Muller lui achète à nouveau de nombreuses toiles.
À ce propos, une anecdote est souvent rapportée. Voyant sur un chevalet une toile représentant un paysage de rivière, en l'occurrence l'Arve, Joseph Muller en demande le prix. Hodler lui signale que le tableau n'est pas terminé, mais devant l'insistance de Joseph, qu'il aime comme cela, il le lui cède inachevé. Toujours en 1916, Joseph Muller effectue un stage d'une année chez le peintre Kuno Amiet dans son atelier d'Auschwand dans le canton de Berne. Comme on peut le constater sur cette photographie prise dans la salle à manger de la Schanzmühle, il affectionnait particulièrement ce peintre à ce moment-là et lui a acheté de nombreuses toiles. Grâce au mariage de sa sœur cadette avec le directeur par intérim de l'usine familiale en 1921, Joseph Muller est désormais déchargé de tout souci par rapport à ses responsabilités d'unique héritier masculin. En 1923, il voyage en Afrique avec Henri Dufaux, un peintre genevois et ingénieur en aéronautique dont il a probablement fait connaissance lorsqu'il résidait à Genève. Tous deux descendent l'Ubangi durant 6 mois jusqu'à Brazzaville, alors capitale du Congo français. De ce périple, ils ramènent de nombreuses aquarelles, mais pas de photographies, et peu d'objets, si ce n'est un hamac et quelques flèches. Ce qui est assez curieux, dans la mesure où l'intérêt de Joseph Muller pour les intérêts d'art nègre est antérieur à ce voyage, et qu'il en avait déjà acheté occasionnellement à partir de 1918 sur les marchés aux puces à Paris. De 1925 à 1942, Joseph Muller s'établit à Paris, où il va d'une part pratiquer la peinture, acquérir de très nombreuses toiles et objets ethnographiques et se marier en 1929. Cette même année naît sa fille unique Monique. En 1935, il divorce mais continue à vivre à Paris. C'est à cette période qu'il fait la connaissance d'Ernest Hacher, un marchand d'art primitif chez qui achetait aussi les artistes d'avant-garde tels Pablo Picasso, Georges Braque, Alberto Giacometti. Il fréquente aussi beaucoup les galeries telles Kahnweiler, Bernheim Jeune, Léonce Rosenberg, Pierre Loeb, Paul Guillaume, puis Charles Raton. Entre 1937 et 1942, il écume les marchés aux puces où sont vendus des objets provenant des colonies françaises, acheminés par des administrateurs coloniaux ou les missionnaires, voire par de simples voyageurs. Joseph Muller partait avec des valises vides qu'il ramenait pleines d'objets, dont il consignait les achats dans des petits carnets noirs avec le prix en regard. Il fréquente également assidûment les antiquaires, comme en témoignent ces pages du carnet de juillet 1939. Ce besoin d'accumuler des objets les plus divers culminera d'ailleurs durant les années 38-39. Ce sont tous ces achats qui vont constituer le fond de sa collection d'ethnographie. Contraint à la fin de l'année 1942 de quitter Paris, il s'installe alors définitivement à Soleure, dans la maison familiale, où le suivent la plupart de ses acquisitions. Il devient conservateur bénévole du département des Beaux-Arts au musée de la ville de Soleure, auquel il lèguera une grande partie de sa collection de peintures. De son vivant, il organisa plusieurs expositions ethnographiques d'objets issus de sa collection. Selon lui, c'est avant tout pour des raisons financières qu'il s'est tourné vers l'art primitif au détriment de la peinture. Il convient de souligner que tant dans ses achats de tableaux que d'objets, Joseph Muller a toujours fait preuve d'une sûreté de choix inouïe, sachant distinguer les pièces les plus authentiques et les plus dignes d'intérêt, et ceci, à l'instar des amateurs de son époque, n'ayant que peu de connaissances en la matière. En 1955, sa fille Monique épouse Jean-Paul Barbier de Genève, collectionneur lui aussi, que nous allons évoquer maintenant. Jean-Paul Barbier a rassemblé, en 60 ans de recherche, l'une des plus grandes bibliothèques consacrées à la poésie française de la Renaissance. Âgé de 15 ans, il acquit déjà sa première édition ancienne des poésies de Joachim du Bellay.
il devint vite un spécialiste de Ronsard, de la Pléiade et des poètes des années 1550 à 1630. Ouvrant largement sa bibliothèque aux chercheurs et rédigeant un catalogue comptant 7 volumes, Ma bibliothèque poétique, Jean-Paul Barbier a créé en 1997, au sein de l'Université de Genève, une fondation Barbier-Muller pour l'étude de la poésie italienne de la Renaissance, offrant plus de 500 ouvrages. Parallèlement, il s'est passionné pour l'Asie du Sud-Est, voyageant à de nombreuses reprises dans les îles de Sumatra et de Sumba. En 1977, quelques mois avant la mort de Joseph Muller, sa fille Monique et son gendre Jean-Paul Barbier inaugurent à Genève le musée actuel, dénommé Musée Barbier-Muller. Depuis cette date et jusqu'à sa mort, Jean-Paul Barbier n'a cessé de compléter la collection, vendant, achetant, échangeant même, afin de réaliser un ensemble cohérent et de très grande qualité. Compte tenu de l'extrême richesse de la collection Barbier-Muller, je vais essayer de vous en donner un aperçu succinct mais néanmoins représentatif. J'ai choisi des objets parmi mes préférés et surtout ceux qui possèdent une valeur symbolique, celle d'avoir passé dans les collections d'artistes célèbres ou dont on peut retracer le parcours. Nous commençons avec un masque facial du groupe Tsaï des Téké en République du Congo. Ce masque a appartenu d'abord à André Derain depuis 1931. Il a été exposé dans la célèbre rétrospective intitulée African Negro Art du Museum of Modern Art de New York en 1935. Cette importante exposition a véritablement révélé en Amérique la dimension esthétique de l'art africain, ainsi que l'avaient déjà fait en Europe des galeristes tels Paul Guillaume ou Charles Raton. C'est d'ailleurs auprès de ce dernier que Joseph Muller a acquis ce masque en 1939. André Derain, premier acquisiteur de ce masque, fut l'une des figures de proue du fauvisme et un initiateur du primitivisme en Europe, un terme qui désigne le regard que portent les artistes sur les objets d'art dits primitifs. En 1906 déjà, il découvre l'art africain au British Museum à Londres et en parle comme quelque chose de, je cite, faramineux, affolant d'expression. C'est lui qui va entraîner Pablo Picasso au palais du Trocadéro pour lui faire découvrir ce que l'on nommait à cette époque l'art nègre. La composition du masque, presque entièrement symétrique, donne l'impression d'être agencée au miroir. Les motifs sont reproduits quasiment à l'identique sur les deux parties, figurant 4 yeux et leurs sourcils. Mais à bien y regarder, un petit rectangle saillant que l'on peut interpréter comme un nez dans la partie inférieure et un motif de flèche dans la supérieure rompent cette symétrie. Il semblerait que la flèche soit le résultat malheureux d'une retouche, effectuée peut-être par André Derain, voire Charles Raton, à la suite d'une cassure. Il est connu que les Tsaï, localisés aux sources de l'Ogooué, utilisaient des masques à une date ancienne et dans des circonstances inconnues. Au moment de la colonisation, cette tradition était sur le point de disparaître. Quand le Congo français devint indépendant, les anciennes traditions, telles le rituel du kidoumou qui intégrait ce masque, furent réactivées. On peut considérer comme certain que les rites actuels du kidoumou ne sont identiques, ni dans leur organisation, ni dans leur fonction, à ceux du XIXe siècle. Aussi, les sculpteurs congolais des années 1950 s'inspirèrent d'une part des masques publiés dans des catalogues et livres d'art, et d'autre part, ils confectionnèrent les nouveaux en nombre plus grand que ne l'exigeaient les besoins du kidoumou. Ceci pour satisfaire une demande commerciale. Quoi qu'il en soit, le masque du musée Barbier-Muller est le seul à être orné de motifs en forme de trèfle à 4 feuilles. La preuve de son authenticité est par ailleurs donnée par son revers,
qui est aménagé de façon à permettre au porteur d'y loger son visage et de le tenir par les dents par un bourrelet de préhension. Un autre masque qui provient des Kwélé du Gabon, qui a été acquis d'abord par Tristan Tzara, le poète dadaïste d'origine roumaine, membre fondateur du mouvement Dada. Il a été montré lui aussi dans la célèbre exposition du MoMA de New York évoquée précédemment. Il figure un homme au sein du groupe des 4 masques des Bakwélé, groupe qui comporte un gorille, une antilope, un éléphant et un homme, et qui accompagnait un garçon de sa naissance jusqu'au rite d'initiation. Ce masque en forme de cœur, peint au kaolin, dont la couleur blanche est liée à la fois à la lumière, à la mort et à la lutte contre les maléfices, était normalement tenu à la main durant les rituels, puis exposé dans les maisons de culte. Celui-ci est un type rare, dont les yeux en saillie sont percés, contrairement aux autres spécimens. Cet objet n'a pas échappé à Tristan Tzara, qui privilégiait ceux qui portaient une patine d'usage et qui, je cite, ont répondu au désir intra-utérin de toute une série d'individus et que, pour l'assouvissement de ceux-ci, il est réellement efficace. Cette citation est tirée d'un article intitulé D'un certain automatisme du goût, article paru dans la revue Minotaure de décembre 1933. La collection de Tristan Tzara a été constituée depuis 1920 auprès de Paul Guillaume et complétée jusqu'en 1963. À l'époque où Tristan Tzara organisait des performances dadaïstes sur fond sonore de tambours et costumes d'inspiration africaine, il pensait que c'était un art instinctif et totalement dégagé de tout canon formel, servant à libérer les pulsions humaines. Plus tard, et contrairement à bien des artistes avant-gardistes, il s'est progressivement forgé une solide connaissance ethnographique, compilant revues missionnaires et ethnographiques, étudiant les bulletins des sociétés de géographie et les catalogues de musées. C'est alors qu'il a proposé une lecture différente des arts premiers, attachant autant d'importance à la valeur plastique des objets qu'à des chants et des poèmes africains dont il se procurait des retranscriptions traduites. Une statuette féminine maintenant, des Songye du Katanga en République démocratique du Congo. Elle a appartenu à Maurice de Vlaminck avant 1914, puis a été achetée par Joseph Muller avant 1939. Cette sculpture a elle aussi fait partie de la fameuse exposition African Negro Art à New York. Elle est recouverte d'une patine brillante et luisante, attestant une aspersion rituelle au moyen d'huile de copal. Le traitement architectonique des volumes est typique des Songye et se retrouve dans cette sculpture. Long cou cylindrique, épaules carrées, larges mains et pieds massifs. Sa coupe de cheveux reflète la façon dont ce peuple les rasait au-dessus du front, et leurs scarifications coutumières y sont reproduites. Dénommées Enkishi, ces statuettes concourent au bien-être de la communauté ou de l'individu par son influence bénéfique et ses pouvoirs contre la sorcellerie. Elles ne sont efficaces que dans certaines conditions propres à apaiser les esprits. Intégrées dans la communauté, elles sont nourries, ointes, et des sacrifices appropriés leur sont offerts. C'est peut-être l'énergie dégagée par cette statue et son avenant sourire qui ont dû frapper Maurice de Vlaminck lors de son achat. Partageant un atelier dès l'année 1900 avec André Derain, à Chatou au bord de la Seine, il fut lui aussi un précurseur des collectionneurs d'art africain. Citons son acquisition en 1906 d'un masque Fang, célèbre malgré sa piètre qualité et actuellement au musée du Quai Branly, devenu l'icône de la découverte de l'art nègre par un artiste. Parlant avec emphase de l'art africain, Maurice de Vlaminck a dit, je cite, « C'est aussi beau que la statue de Milo ».
une statue féminine Baga de Guinée qui a appartenu également à Maurice de Vlaminck. La jeune fille est agenouillée, mains sur les cuisses, une position propre à une cérémonie d'initiation. Les scarifications des joues, les colliers autour de la poitrine et des reins, les bracelets qui enserrent les poignets et les bras, une très fine coiffure sont autant d'éléments qui se retrouvent sur de nombreuses statuettes féminines Baga. Le collier à double rang sur les hanches est celui que la femme Baga conserve toujours sur elle, même lors des rapports sexuels. Sous l'enduit noir, on aperçoit une couche de peinture rouge, couleur du feu, destinée à contrer les attaques démoniaques. Ces figures sont très certainement liées à des associations féminines, véritables communautés régionales qui, à l'origine, regroupaient uniquement les femmes initiées qui avaient enfanté. Elles étaient chargées d'organiser les funérailles des vieilles adeptes ou les cérémonies d'excision. Leurs séances de danse collective avaient aussi pour rôle de contrer les maladies liées à la sorcellerie. Actuellement toujours actives, ces associations sont ouvertes à toutes les femmes qui peuvent participer aux cérémonies sans distinction et sans même d'initiation. Cette statuette de devin Azieouzou, qui provient des Baoulés de Côte d'Ivoire, est l'œuvre de médium ou de devin. Chez les Baoulés, la divination leur appartient. Durant les séances, ils sont possédés par des esprits qui, au travers d'eux, peuvent prédire l'avenir et révéler les raisons des malades et des événements funestes. Cette statuette féminine, dénommée Azieouzou, finement sculptée, est parée de colliers de perles croisées, semblables à ceux que portent les devins durant les séances, et qui sont probablement liés à la notion de contrôle des forces spirituelles. L'esprit de possession réside dans la statuette, qui est un élément important de l'attirail du devin. Pour que l'esprit intègre le médium, on réveille la statuette au moyen d'un gong. Ce processus doit se faire dans la plus grande concentration et une sérénité que l'on voit bien transparaître dans la sculpture en question. Voilà une impressionnante sculpture qui provient des Sénoufos de Côte d'Ivoire. Elle a connu une destinée mouvementée. Cette très grande figure de 1,18 m était à l'origine utilisée dans le cadre des rituels du poro. Avec son pendant masculin, elle était portée en cortège par les initiés qui la balançaient doucement d'un côté à l'autre tout en martelant le sol. C'est ce qui explique que ses jambes sont abîmées, aidées en cela par les termites. Sa sortie accompagnait les rites de passage, les processions funéraires et les levées de deuil. À l'instar de nombreux autres objets rituels de la région de Korogo, elle a été sauvée de la destruction en 1950 lorsque se développa un culte syncrétiste, le Massa, vaguement inspiré de l'islam, quoique privé de toute théologie coranique. Prônant l'abolition de la sorcellerie, ce culte promettait la santé, la fécondité et l'abondance des récoltes. Tout ceci par le moyen de sacrifices de petits animaux à une corne de bélier remplie de substances magiques. Ce mouvement trouva une grande audience, surtout auprès de la jeune génération, qui voyait là l'occasion de se soustraire à l'autorité absolue de ses aînés. La statue en question fut offerte par le chef du village de Tawara, au nord du pays, au père missionnaire Michel Converse, un père blanc, actif à Korogo pendant presque 40 ans. Bien des années plus tard, dans sa retraite lorraine, le père raconta avec beaucoup d'humour les conditions dans lesquelles il a rapporté l'encombrante statue sur le porte-bagages de son vélo. S'apercevant qu'une partie de l'opulente poitrine de la statue manquait, il est retourné au bois sacré pour récupérer la pièce manquante gisant au sol. Je cite « J'avais connu les affres de la guerre et n'allais pas me laisser impressionner par ce saint que d'autres ne sauraient voir. » Il précisa également que des milliers d'objets mis au rebut
furent paradoxalement sauvés de la destruction par des missionnaires et que beaucoup furent offerts au musée d'Abidjan. Nous passons maintenant à une statue magique de République démocratique du Congo, du peuple Congo. Elle a été recueillie environ en 1905 par une mission catholique, la Sainte Peter Claver Sodalität de Fribourg. Ces objets que l'on a longtemps désignés du terme de fétiche à clous sont désormais plutôt dénommés objets force. Bien moins agressifs que ce que l'on a cru jusqu'à présent, il s'avère que le Nkondi n'est nullement maléfique. La statue joue au contraire le rôle de charme ou de remède et agit en tant qu'intercesseur. Les clous sont en fait des signatures, concrétisation de pactes en relation avec une parole donnée que l'on enfonce pour réveiller l'effigie. Le bois spirituellement animé est dynamisé par le choc produit par l'insertion métallique, qui peut aussi être des lames, et ainsi rappelé à sa tâche morale et contractuelle. En cas de rupture d'un accord, il importe pour le devin de ne pas se tromper de clou en le retirant s'il doit annuler un vœu. Le miroir placé sur le ventre de la statuette renforce le pouvoir des objets force, car son effet réfléchissant en fait une matière magique. Cette sculpture a passé dans les mains de plusieurs collectionneurs. En 1927, elle était chez l'anglais William Oldman. En 1929, chez André Breton, dont la collection océanienne était célèbre, puis chez Maurice de Vlaminck. Les circonstances de cette passation entre ces deux derniers ne sont malheureusement pas encore élucidées. Cette figure pourrait avoir constitué le sommet d'un pilier placé devant une maison en guise de protection. Il s'agit vraisemblablement d'un Nataro, esprit de la région. Sa position fléchie et ses mains placées sur le ventre sont typiques de ces sculptures dont l'aspect tendu et sévère est souligné par les yeux en nacre qui semblent fixés qui la regardent. Sa coiffure qui se projette en pointe vers l'arrière est une version accentuée d'une structure légère en tissu d'écorce que des hommes de Santa Cruz portaient jusque dans les années 1930 et qui pouvait prendre des formes très élaborées. À l'époque où André Breton achète cet objet, le statut d'art est encore souvent refusé aux objets d'Océanie. De façon générale, un regard dévalorisant et raciste est porté sur les populations océaniennes, toujours colonisées à l'époque. Le regard des surréalistes est en revanche extrêmement positif. Pour eux, les habitants du Pacifique apparaissent comme des modèles. Les surréalistes les voient comme des hommes guidés par leurs affects et non bridés par la raison et la morale bourgeoise. Ils sont les sauvages par excellence, un terme qui a une connotation très flatteuse pour les surréalistes. Tu fais peur, tu émerveilles. Ce vers d'André Breton résume à lui seul sa fascination pour les arts d'Océanie, dès les origines du mouvement. Tu fais peur, tu émerveilles. La contemplation de ces objets, cet émerveillement, est en effet, selon lui, la meilleure façon d'accéder à l'âme primitive de leur créateur qu'admirent tant les surréalistes. Pour André Breton, en effet, le sentiment du beau permet à lui seul d'atteindre une compréhension intime des œuvres océaniennes. Cela explique en partie ses interprétations souvent quelque peu fantaisistes des objets. Pourtant, les surréalistes saisiront parfois mieux que l'anthropologie de l'époque la dimension agissante des objets du Pacifique et les émotions très fortes que ceux-ci pouvaient provoquer. Nous repassons en Afrique avec une figure tombale du Sud-Soudan, probablement des Bongos, haute de 2 mètres. Cette longue statue date sans doute du 19e ou du tout début du 20e siècle, comme l'atteste la patine grisâtre du bois. Elle marquait une tombe. À cette époque, les Bongos, qui est une communauté du Sud-Soudan, n'étaient pas encore dispersés au gré des massacres perpétrés par les gens du Nord
et les Arabes. Il s'agit d'une statue funéraire androgyne qui renvoie peut-être à un ancêtre mythique. Le corps longiligne suit bien la forme du tronc original et lui imprime un léger déhanchement dansant. La face, taillée en ovale et légèrement concave, est soulignée par une rangée de petits clous plantés le long du front. Le traitement des oreilles creusées frontalement et les yeux ronds donnent au visage un aspect presque zoomorphe. Des lamelles métalliques incrustées horizontalement sur les joues reproduisent des scarifications et les dents bien visibles sont en métal également. Ces figures servaient à honorer la mémoire des valeureux guerriers chasseurs chez les Bongo et dans divers groupes apparentés. Érigée par la famille lors d'un banquet organisé près de la tombe, environ un an après le décès, elle devait garantir aux défunts une bonne place dans le village des morts. Une tête de poulie de lys des Gouraud de Côte d'Ivoire. Anciennement collection Félix Fénéon, entre 1900 et 1920. Elle a été acquise par Jean-Paul Barabi en 1985. Les poulies de lys se trouvent sur les métiers à tisser de toute l'Afrique de l'Ouest. Elles maintiennent une bobine sur laquelle passe un fil qui relie les deux lys, permettant au tisserand de soulever alternativement chaque moitié de la trame sous laquelle il glisse la navette. La jeune femme, qui porte en équilibre sur la tête un récipient appelé canari en français d'Afrique, représente celle qui apporte de la nourriture au tisserand. Elle n'a donc aucune fonction rituelle, mais uniquement décorative, apportant un plaisir esthétique au tisserand qui lui fait face. Le front bombé, les cheveux coiffés en zigzag, les yeux obliques semblables à des fentes, un nez et des lèvres très fines sont typiques d'un sculpteur anonyme dont on connaît d'autres œuvres, désigné du nom de maître de Bouaflé. Le poli du bois de cette pièce prête à la caresse occasionnelle de celui qui la possède. Retournons en Océanie, dans les îles Salomon de l'archipel Bismarck, avec un bol anthropomorphe qui a été exposé lors de l'exposition universelle de Paris en 1889, dans laquelle ont pris place les premiers pavillons des colonies. C'est en effet durant le dernier quart du XIXe siècle que des objets des colonies d'outre-mer ont commencé à être présentés au public. La tête humaine présente un visage prognate qui lui donne un aspect simiesque étonnant. L'usage de ce récipient de forme relativement rare, on en connaît à ce jour quelques 14 exemplaires, n'est pas documenté. Toutefois, un exemplaire était présent sur une photographie datant de 1960 et reproduisant une maison de culte au sud de l'île de Guadalcanal. On en déduit donc qu'il remplissait un rôle rituel significatif. Cette tête humaine, prolongée par des bras et des mains, provient elle aussi des îles Salomon dans l'archipel Bismarck. Elle a été recueillie par un personnage dont nous allons parler plus loin, le comte Rudolf Festetic de Tolna en 1895 et acheté par Joseph Müller en 1939. Attaché à l'avant d'une grande pirogue, cet ornement de proue en forme de visage humain est prolongé par 2 bras et 2 mains qui tiennent une petite tête humaine. Des incrustations de coquilles de nautile marquent les yeux. La bouche ouverte sur des dents bien marquées est rehaussée de couleur rouge. Les ornements des lobes d'oreilles évidés et les peintures faciales du visage sont celles que portent les guerriers. Cet objet évoque clairement la pratique de la chasse aux têtes, courante dans cette région, mais probablement plus pratiquée à la fin du XIXe siècle. Ces figures de proue représentaient ou incarnaient des esprits protecteurs, censés protéger les occupants des pirogues contre des forces malveillantes, auxquelles on prêtait le pouvoir de déclencher des tempêtes en mer. Quant au collecteur, le comte Rudolf Festetic de Tolna, il vaut la peine d'en parler, tant il s'agit d'un original bien de son temps. Né en 1865 à Vienne,
issu de la petite noblesse austro-hongroise et ayant principalement vécu à Paris comme officier de l'armée, il épousa en 1892 une riche américaine. Il la suivit à San Francisco et en guise de voyage de noces, appareilla avec elle à bord d'un yacht de grand luxe, le Tolna. Ils avaient l'intention de caboter dans les mers du Sud et par la même occasion de collecter un grand nombre d'objets destinés à approvisionner les musées de l'Empire. Ce voyage durera finalement 7 ans, qui d'ailleurs eurent raison du couple, et sera stoppé par l'échouage du bateau sur un écueil à proximité des îles Maldives. La riche cargaison d'objets collectés au cours de ces années sera répartie entre le musée de Budapest et la villa que Festétique de Tolna possédait à Antibes. Lors de la déclaration de guerre de 1914, ayant été considéré persona non grata en France, Festétique fut contraint de s'exiler, laissant sa précieuse collection qui fut mise aux enchères. Elle fut acquise en majorité par Stephen Chauvet, un médecin et collectionneur d'Antibes. Puis à sa mort, la collection fut revendue par ses héritiers et Joseph Müller acheta cet objet d'exception en 1939. Un autre objet recueilli par le comte Rudolf Festétique de Tolna est ce masque qui provient des îles du Duc York en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je tiens à relever l'économie des formes curvilignes qui ont servi à peindre le visage de ce masque et qui lui donnent une expressivité remarquable. Le nom Lor, qui désigne ce masque, signifie crâne en divers dialectes de cette région. Il fait référence à la coutume de surmodeler la partie antérieure du crâne d'un défunt afin de la transformer en masque et dans le but d'entrer en communication avec l'esprit des ancêtres. Les informations recueillies par différents voyageurs du XIXe siècle sont malheureusement contradictoires, relatant soit un usage nocturne dans le cadre de cérémonies funéraires, soit au contraire un usage diurne pour le divertissement d'un public mixte. Vu la ressemblance des masques en bois avec les crânes surmodelés, nous penchons plutôt pour une utilisation lors de rituels liés aux esprits des ancêtres, bien qu'il soit possible que des usages très différents soient appliqués à certains masques selon les régions. Ce masque composite provient du détroit de Torres, appartenant à l'Australie et situé entre le nord de l'Australie et le sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il a été collecté par le révérend Macfarlane de la London Missionary Society en 1872, puis acquis par le Staatliches Museum für Völkerkunde à Dresde. Cet extraordinaire masque composite revêt une importance particulière. En effet, son exécution, sa composition et son état de conservation parfait en font un objet exceptionnel. La partie inférieure du masque, en forme de gueule de crocodile, est façonnée dans un tonneau de kérosène, forcément apporté par les Européens, vu que cette région ne possède pas de métal. Les artefacts étaient donc travaillés uniquement à l'aide d'outils lithiques, tels des éclats d'obsidienne, de coquillages et de dents de requin. Sur la partie supérieure est inséré un visage humain, fabriqué à partir de la carapace d'une tortue marine. L'écaille de tortue, chauffée et transformée en toutes sortes d'objets, est une spécialité de cette région, du détroit de Torres. Elle a rendu célèbre par ce savoir-faire unique. La collerette qui entoure le visage est en métal également, découpée probablement avec des outils provenant d'Europe. On imagine bien que selon la position du porteur du masque, l'apparition des deux visages, animal et humain, alterne selon la chorégraphie. Bien que son usage se soit tout à fait perdu, on peut vraisemblablement supposer que ce masque a été utilisé lors de rites d'initiation des garçons. Rites où figurait une dévoration symbolique par un crocodile pour faire réapparaître les garçons sous leur statut d'adultes, ou encore lors de cérémonies funéraires, voire peut-être de festivités liées aux récoltes.
Une pierre sculptée provenant de Chambon-sur-Lac en Auvergne en pierre volcanique. Cette très étonnante sculpture en pierre volcanique faisait partie d'un lot de 7 acquise à Paris en 1939 par Joseph Muller chez la veuve de l'antiquaire Charles Vignier. Il l'a achetée sous l'appellation pierre de Vendée celte. Une sculpture du même genre était exposée depuis 1934 au musée d'histoire naturelle de Lyon et était attribuée aux îles Marquises. Polynésie française oblige. C'est dire que l'on ne savait rien de l'origine de ces sculptures qui commençaient seulement à apparaître chez les antiquaires français. Elles ont fasciné Jean Dubuffet qui en 1946 en a publié une dizaine dans un cahier de l'art brut, mouvement dont il était l'inventeur. C'est à cette occasion qu'il a baptisé ses sculptures du nom de Barbu Muller, en ayant repéré quelques-unes portant barbe dans la collection de Joseph Muller. Il a fallu la curiosité d'un autodidacte passionné, un peintre et féru de recherche historique, Bruno Montpied, pour identifier l'auteur de ces sculptures. Grâce à la découverte de photographies du XIXe siècle, sur lesquelles on reconnaît très nettement certains exemplaires des Barbu Muller, il s'est avéré que c'est Antoine Rabani, un agriculteur ayant vécu de 1844 à 1919 à Chambon-sur-Lac en Auvergne, qui s'occupait en hiver à sculpter des blocs de basalte régionaux. Son lopin de terre étant voisin d'un très célèbre baptistère du XIIe siècle, il en profitait pour vendre aux touristes de passage ses productions pour le modeste prix de 5 à 10 francs. Cette statuette masculine dénommée Moai Miro provient de l'île de Pâques. Ce personnage appartient à une nombreuse famille de petites statuettes de postures variées, produites probablement par des prêtres sculpteurs jusque vers 1870. Celle-ci représente un personnage au cou déformé, dont la nuque est percée pour permettre la suspension. Un seul œil conserve son incrustation d'origine en os d'oiseau et obsidienne pour l'iris. L'île de Pâques, aux confins extrêmes de la culture polynésienne et isolée à partir de 400 de notre ère, a donné naissance à nombre de curiosités dont les plus célèbres sont les colosses de pierre. Les statues et statuettes en bois sont moins bien connues, mais certaines n'en sont pas moins étonnantes. Souvent hermaphrodites ou bicéphales, elles présentent des anomalies physiques. Celle-ci, provenant de la collection de Jacob Epstein, fait partie de ce dernier groupe. La bouche tordue du personnage pourrait résulter de la paralysie causée par une attaque cérébrale. Le propriétaire précédent, Jacob Epstein, sculpteur né en 1880 à Manhattan et décédé en 1959 à Londres, a montré très tôt une aptitude prononcée pour le dessin. Après avoir suivi la prestigieuse école des beaux-arts Art Student League à New York, il passe dès 1902 par l'Académie Julian à Paris, où il rencontre Pablo Picasso, Constantin Brancusi, Amedeo Modigliani. C'est lors de ses séjours à Paris qu'il se constitue une importante collection d'art africain et océanien, essentiellement auprès des marchands Joseph Brumer et Paul Guillaume. De ces sculptures, il semblerait qu'il s'inspire de l'énergie qu'elles dégagent. Au bout de 2 ans, il va s'installer à Londres pour y devenir sculpteur. Mandaté par l'ancien amant et exécuteur testamentaire d'Oscar Wilde, Jacob Epstein va réaliser de 1911 à 1914 son tombeau au cimetière du Père-Lachaise. Il le flanque d'un ange sexué mâle, coiffé d'un haut diadème et portant des ailes à la façon d'un taureau ailé assyrien. Ce tombeau fait scandale. Un bol polychrome du Guatemala, datant du Maya classique tardif 600 à 900 de notre ère. C'est une pièce qui a été acquise par Monique et Jean-Paul Barbier. Destiné à contenir du cacao, une boisson réservée à une élite, ce récipient présente des décors figuratifs et géométriques. Sur la partie supérieure,
Une bande horizontale de glyphes décrit l'usage de la pièce et de son contenu. On désigne ce type de décor sous le nom de séquence primaire standard. Un motif de damier tricolore couvre une partie de la panse. La figure humaine reproduite sur la photographie est une représentation d'Itzmna, dieu du panthéon maya, inventeur de l'écriture et patron des scribes. La charge de scribe à la cour royale était extrêmement honorifique, puisqu'il s'agissait, pour ce dernier, de maîtriser non seulement l'écriture, mais aussi la liturgie, la teneur du calendrier religieux et l'astronomie. Il est intéressant de relever que les vêtements des personnages du bol sont en coton coloré, que les précolombiens cultivaient et tissaient de longue date et qui était une matière réservée aux personnages de haut rang. À l'époque de l'arrivée des Espagnols au XVe siècle, l'Occident était encore essentiellement vêtu de lin et de laine. L'implantation du coton en Occident s'est effectuée seulement au début du XVIIIe siècle en Amérique du Nord. Il est alors rapidement devenu un objet d'échange. Un bouclier de la région Mongo de République démocratique du Congo. Les populations Mongo, dont on connaît mieux les boucliers en vannerie, ont également sculpté des pièces de bois entières, les laissant souvent brutes, ou au contraire décorées de motifs symétriques et asymétriques, comme sur le spécimen présenté ici. Les motifs et les couleurs des boucliers en bois se retrouvent sur les murs extérieurs des habitations du peuple Ngandu en particulier, appartenant à l'ethnie Mongo. On pense qu'ils ont une fonction décorative, mais également protectrice, et qu'il existe ainsi un lien symbolique entre les motifs peints sur les boucliers en bois et les habitations. Les deux lignes verticales qui sont en relief sur le bouclier imitent probablement les nervures formant l'armature des boucliers en vannerie tressée. Ces derniers ont été davantage appréciés des premiers collectionneurs, ce qui explique l'apparition relativement tardive des boucliers en bois dans les musées. Ce masque, qui provient du village d'Etumbi, en République du Congo, de l'ethnie Maongwe, a fait l'objet de très nombreuses reproductions, depuis son apparition lors de l'exposition au Museum of Modern Art de New York, intitulée Primitivism in 20th Century Art, en 1985. Le but de cette exposition était de mettre en regard des œuvres d'art primitifs et d'artistes européens, afin de démontrer l'influence de celles-là sur ces derniers. Le primitivisme, je le rappelle, étant le terme désignant l'intérêt ou le regard que les artistes du XXe siècle portaient sur la culture tribale. Il s'agissait de la première exposition aux États-Unis qui juxtaposait des objets tribaux et des œuvres modernes. C'est pour ça que ce masque mahongé fut exposé au regard de la toile de Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon. En effet, il ne faisait aucun doute à cette époque que Picasso s'était inspiré de ce masque pour le visage d'une des prostituées représentées sur sa toile réalisée en 1907. Or, il a été établi que le masque en question avait été collecté par un administrateur colonial en poste au Moyen-Congo, Aristide Courtois, qu'il avait rapporté avec bien d'autres objets en 1930 seulement. Vu qu'il s'agit d'un exemplaire quasi unique, il est certain que Picasso n'avait pu voir ni ce masque ni un équivalent. À la suite de cette déconvenue, le MoMA a décidé de s'en séparer, et c'est ainsi qu'il a trouvé sa place au musée Barbier-Muller. Ce brûle-parfum du nord du Vietnam ou des provinces limitrophes de la Chine appartient à la dernière phase de la culture de Dong Son, qui correspond à une culture de l'âge du bronze propre au Vietnam, dont l'apogée se situerait aux alentours des 5e au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La période à laquelle appartient ce brûle-parfum correspond au début de la domination chinoise, où l'on voit des objets fusionnant des éléments autochtones et chinois. Dans le cas de ce bronze, la présence du pan plutôt que du phénix chinois
prouve bien qu'il doit s'agir d'une fabrication locale qui produit des pièces hybrides d'une grande originalité. Ce brûle-parfum pouvait contenir diverses essences, par exemple du bois de santal, afin de parfumer l'atmosphère et éloigner mouches et moustiques. Il s'agissait d'un objet de luxe coûteux, réservé aux familles nobles détenant le pouvoir. En guise de conclusion, remercions les générations actuelles qui font perdurer l'œuvre de leurs prédécesseurs. Gabriel Barbier-Muller, qui vit à Dallas, y a ouvert un magnifique musée où il expose des armures de samouraï. Stéphane Barbier-Muller affectionne particulièrement la numismatique des rois de France et la peinture du XVIIIe siècle. Quant à Thierry Barbier-Muller, il se passionne pour l'art contemporain et a déjà organisé au musée Barbier-Muller de Genève une mise en perspective d'une artiste suisse, Sylvia Beschly, avec des objets de la collection de ses pères et grands-pères. La directrice du musée Barbier-Muller à Genève, Laurence Matet, mise sur l'engagement des héritiers pour continuer à faire vivre cette collection exceptionnelle. Je la cite. Gabriel, Stéphane et Thierry Barbier-Muller sont tous les trois des collectionneurs passionnés dans des domaines très différents. Leur investissement n'est forcément pas de même nature que celui des fondateurs, mais une chose est certaine, ils ont tous à cœur de poursuivre l'œuvre de leurs parents et grands-parents.